Donc, j'entre en mai 2021 sur le Solanap, qui était à peu près à 3,5 ou 4 dollars. Quand tu donnes la décision d'entrée, tu avais fait une analyse particulière ou bien c'était sur le J'avais coup? vraiment pris le temps de regarder la chose. Tu vois, parce que ce qui s'est passé avec Ethereum, comme je t'ai dit, ça m'a fait réfléchir. Je me suis posé des questions personnellement. Qu'est-ce qui a fait que je rate? Qu'est-ce qui a fait que je ne voyais pas venir ce qui s'est passé? J'ai compris que j'ai des lacunes en compréhension économique. Premier point. Parce que quand tu prends le courage pour sortir à x2 d'abord. Voilà ma première question. Tu prends le courage où? C'est pas une question de courage. C'est aujourd'hui. Moi, je pense que c'est aujourd'hui qu'on a un problème avec les nouveaux médias sociaux. À l'époque, la seule source d'information qu'on avait, c'était quoi? Sérieuse dans les cryptos, c'était quoi? Bon, pour ma part, il y avait par exemple les gens comme les hacheurs que moi je suivais depuis le départ sur YouTube. Il y avait YouTube. Oui, à part lui, il y avait rien. Il y avait YouTube, n'est-ce pas? Oui. Il y avait GitHub. Tu vois? Et sur GitHub, que ce soit sur GitHub ou YouTube, il n'y avait pas encore la culture de nos miniatures. Je dis que j'ai fait x50, j'ai fait. Bon, comme j'ai un background financier, j'ai fait des stages dans les banques. Ça se passe bien. On veut me garder. Mais ta tête n'est pas là-bas. On veut me garder. En fait, je sais pas. Je repense à ça. Je dis, mince. Parce qu'il y a aussi l'ego de notre côté. Bon, sans vouloir me vanter, quand tu grandis et que tu es toujours premier de la classe, tu es habitué à ne pas échouer. En fait, moi, l'échec, c'était un mot que j'entendais. C'était pour les autres. Tu vois. Bonjour ou bonsoir selon laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue dans Oma Talk. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Karine de Karine Academy, une investisseuse passionnée dans le domaine des crypto-monnaies et spécialisée dans les NFT. À la base, son père la voyait pilote, mais son parcours a pris une toute autre tournure. Après une formation en comptabilité et un stage dans une grande entreprise où on voulait la garder, elle a pourtant décidé de tout abandonner pour suivre la seule véritable passion qui était l'univers des actifs numériques. Elle va nous raconter son histoire, ses choix audacieux et sa vision de ce marché en pleine évolution. Bienvenue Karine, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Karine, mon nom professionnel c'est Karine Bessongo. Je suis dans la crypto depuis 2017. Aujourd'hui, j'ai une académie qui s'appelle Karine Academy, dans laquelle j'ai déjà formé à peu près 100 personnes depuis sa création. Elle a été créée en 2022. Et au quotidien, j'endosse le rôle de consultante Web 3.0, dont j'aide les particuliers, les entrepreneurs et les entreprises à créer des stratégies crypto adaptées à leurs besoins pour une rentabilité ou alors pour un développement de leurs activités. Waouh, ça fait beaucoup, hein. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent rien dans le milieu, avant même d'entrer dans le détail de Karine Academy, comment est-ce que tu as connu la crypto-monnaie? D'accord. Déjà, Karine, c'est une geek de base. Une geek, c'est quelqu'un qui aime bien les jeux vidéo, qui aime bien tout ce qui est otaku, dans les dessins animés. Donc, j'ai grandi vraiment avec cette passion des ordinateurs. Je passais à peu près 8 à 10 heures par jour sur le Neo Geo. Parce que je voulais délivrer tous les King of Fighters, 98, 98. Bref, c'était ça, en fait, mon plaisir. J'avais ça comme plaisir. Un passe-temps, oui. Voilà, un gros passe-temps. Et en grandissant, donc, j'ai pris l'habitude de rester sur les ordinateurs, de beaucoup fouiller. Et je n'aimais pas sortir. Je n'aime toujours pas sortir. Parce que je me suis dit, si je peux rester à la maison, jouer à mes jeux vidéo et gagner quand même de l'argent, ça serait le paradis, quoi, en fait. Et en 2017, j'ai une tante qui perd son âme, elle est morte, malheureusement. Mais en 2017, elle m'écrit, elle vivait aux États-Unis. Elle était ingénieure informatique spécialisée en cybersécurité. Et elle m'envoie un livre qui parle de la crypto, particulièrement du Bitcoin. Mais c'était une étude parce qu'elle travaillait dans une start-up qui voulait implémenter les premiers paiements crypto aux États-Unis. Donc elle me dit, tu partages à personne, c'est juste toi et moi, tu lis, tu me dis ce que tu en penses et ensuite, on verra. Là, on est en octobre 2017. Elle m'envoie le livre, c'est 458 pages, en anglais complètement. Bon, j'ai la chance d'être bilingue, donc je lis le livre. Ne me dis pas que j'ai lu 458 pages. Elle m'envoie le livre à 17h, 18h comme ça. À 23h, j'avais fini.
À 23 ans, j'avais fini parce que déjà, en tant que geek, on lit beaucoup. Tu vois, bande dessinée, animé, c'est vraiment ça. Donc, du coup, je lis. Et aussi, petit big up à mon père. Parce que, bon, mon père, il est pilote d'avion. Et en tant que pilote d'avion, la langue de base de l'aéronautique, c'est l'anglais. L'anglais, oui. Et depuis que je suis petite, m'avait dit, c'est toi qui vas me remplacer dans le métier. Donc, très tôt, j'étais vouée à devenir pilote. C'était ça, en fait. Depuis que je suis petite, je lis les livres sur le pilotage, je lis les livres sur la météorologie. Je suis avec le simu à la maison, avec mon père sur le côté, que on fait comme ça, on fait comme ça. Donc, vraiment, ma vie, c'était la maison. Oui, oui. Et quand je lis le livre, je dis, waouh, ça allie tout ce que veut l'argent et la technologie. Mais il y avait des choses que je ne comprenais pas bien. Mais je me dis, c'est quand même important. Je la rappelle. Le lendemain, je lui dis, Tata, il faut qu'on cause. Elle me dit, oui, bon, on commence à discuter, à échanger. Mais là, quand même, à cette période, je terminais mon cursus à l'université. Parce que j'ai fait comptabilité et finance à l'université. Et après, j'ai fait un autre cursus en marketing et communication. Bon, pour d'autres raisons. Du coup, quand je lis ça, je dis à mon père, papa, c'est l'avenir. Il me dit, madame, tu vas être pilote. Il me dit, tu vas être pilote. Du coup, non. Et ma mère me prend 2 jours plus tard parce que elle était agent de sécurité aéroportuaire. Donc vraiment, chez nous, à la maison, c'était, tu entres chez nous jusqu'aujourd'hui, c'est les maquettes d'avions, c'est les simus. En fait, c'était ça. Unique. Donc, tout tourne autour de l'aviation. Voilà. Même la comptabilité que j'avais fait là, vraiment. Partie vitesse. Oui, en fait, mon père n'était pas d'accord. Moi, j'avais juste dit, bon, comme ça aussi. Parce que ça me donnait aussi la capacité. Depuis toute petite, l'argent m'attire, en fait. Et, à un moment donné, ma mère me dit, arrête ça. Pourquoi tu t'éparpilles? Ta vie est à tracer. Je lui dis, ok, d'accord. Le temps passe, mais ça continue toujours de tourner dans ma tête. Je contacte un oncle qui est en France, donc le frère de ma mère et son petit frère. Là, on est en janvier 2018. Je lui dis, tonton, je veux que tu investisses dans la crypto. Il me dit, c'est quoi? Malheureusement, à ce moment-là, il y avait une arnaque qui s'est passée, BitConnect. BitConnect, oui. Ils ont ravagé les gens en euros, à peu près 3 milliards et tout. Terriblement. Du coup, il me dit, non, c'est l'arnaque. Je cause avec lui de janvier à mars. Finalement, entre fin mars, début mai, il accepte de créer un compte sur Coinbase. Parce qu'en Afrique, déjà, j'avais pas l'argent. Personne voulait me donner les fonds. Ensuite, chez nous, c'était compliqué de créer un compte depuis l'Afrique. C'était quasi impossible, vraiment. Du coup, je lui dis, tonton, tu crées le compte, c'est toi qui gères, mais c'est moi qui prends les décisions. Il me dit que bon, parce que j'ai pitié de toi et parce que jusqu'à présent, tu n'as jamais été un enfant qui dérange. Je sais que tu es rangé. Je te donne 100 000. Je dis que tonton, ouais, il dit que 100 000 à prendre ou à laisser. Je lui dis, ok. Il me dit, on investit sur quoi? Je lui dis, achète de l'Ether. Parce que, à l'époque, quand je regardais un peu le Bitcoin et l'Ethereum, c'était vraiment au moment où, tu vois, Vitalik et compagnie, en termes de marketing, c'était là, en fait. Mais 2018, on était là au niveau des pics. Voilà. Non, même pas au pic. Parce que 2018, quand tu arrives en 2018, qu'on achète l'Ether entre mars et mai 2018, on achète ça, l'Ether est à peu près à 400 $ l'unité. Tu vois. Donc, mai 2018 jusqu'à peut-être, je crois, août 2020. L'Ether ne fait que baisser. Ça passe de 400 à 100. Ça se stabilise à 100. Mon oncle, chaque mois, me passe un coup de téléphone pour me dire que... On est même allé au-delà de 100, on sommes à 50. Je dis, il me passe un coup de téléphone que mais mon argent ne fait que diminuer. Moi, je m'appuyais sur une petite... le petit point de douleur, c'était, mais tonton, ce n'est que 150 €. Je sais pas si tu vois, parce que tu vois. Mais il me dit, ça baisse. Je t'avais dit que c'est l'arnaque. Je dis que, oh, d'accord. On a eu en août le crash. Donc, l'Ether passe, qui s'était stabilisé quand même depuis 2 ans. Ça passe de 100 $ à 5 $. Mon oncle m'appelle. Non, il ne m'appelle même pas. Il appelle mon père. Mon père dit que ça sort d'où? Parce qu'en ce temps où il faisait mes choses, mon père ne savait pas. Parce qu'en mesure continue de faire mes exercices. C'est quoi? Que quoi? Elle a fait quoi? À quelle heure? Aïe, aïe, aïe. Et il faut comprendre que c'est dans ce genre de moment que tu comprends que la vie, c'est d'abord toi.
Parce que tu vois, quand tu grandis avec des parents qui, entre parenthèses, comme on dit, on t'a tout donné. Tu vois, il ne peut pas dire que j'ai souffert dans ma vie, il faut dire la vérité. Oui. Tu vois, quand ton père s'assoit, il te dit, il te parle. Parce que lui, il était mon maître en termes d'aviation. Il est pilote. Mon père est maître de karaté. Donc, il était mon sensei aussi. Yes. Donc, j'ai aussi grandi avec la culture japonaise. Tu vois, vraiment, quand le sensei te parle, tu baisses la tête. Tu baisses la tête, oui. Même si tu veux dire quoi, tu la fermes d'abord, tu écoutes. Et mon père aussi, lui aussi, il était artiste. Il joue beaucoup de la guitare, il compose la musique. Pareil que tu joues dans l'instrument aussi. Non, par contre, il m'a interdit de jouer à ça. Ah. Mais je faisais du karaté et il m'enseignait en termes de pilote. Donc, c'était mon maître sur deux aspects très importants de ma vie, en fait. Donc, quand quelqu'un te dit comme ça, qu'arrête tout ça. Donc, finalement, mon oncle décide de vendre parce qu'on a la chance quand même que quand ça chute, ça remonte parce que c'était vraiment la période, le Covid, le crash Covid. Oui, mai 2020. Voilà. Non, c'était août 2020. C'est là qu'on a atteint le plus bas. Non, je dis le début de la crise Covid. Voilà. Mais la fin, le plus gros, c'était en août. Donc, Ethereum chute. Quand ça remonte quand même à 200, mon oncle vend tout. Il me dit, je ne veux plus t'écouter, je ne veux plus t'entendre. Il vend à $200 quand Ethereum était à $200 l'unité. Donc, j'arrête tout. Il faut se dire la vérité. Je me disais que, bon, moi, entre-temps, il dit quand même que le pilotage et moi, vraiment, ça passe pas, en fait. Oui. Parce que moi, j'ai grandi, comme je t'ai dit, avec déjà la culture du travail bien fait. La culture de... Soit tu fais quelque chose bien, soit tu ne fais pas. Et il faut exceller. Et je me suis rendu compte que le pilotage et moi, oui, mais c'est pas ça, en fait. Quand mon père te parle de pilotage, quand mon père te parle aéronautique, tu sens la maîtrise. Moi, quand je te parlais aéronautique, il n'y avait pas cette envie-là. Il n'y avait pas l'émotion dans les explications. Il n'y avait pas, en fait. C'était pas... Parce que moi, j'étais vouée à être pilote, ma petite soeur vouée à être hôtesse de l'air. Donc, j'arrête tout. Et on me dit d'aller chercher le travail. Bon, comme j'ai un background financier, je fais des stages dans les banques. Ça se passe bien. On veut me garder. Mais ta tête n'est pas là-bas. On veut me garder. En fait, je sais pas. Je repense à ça. Je dis, mince. Parce qu'il y a aussi l'ego de notre côté. Bon, sans vouloir me vanter, quand tu grandis et que tu es toujours premier de la classe, tu es habitué à ne pas échouer. En fait, moi, l'échec, pour moi, l'échec, c'était un mot que j'entendais. C'était pour les autres. Tu vois un peu. Oui. Et à chaque fois que mon oncle me parlait, il me relance. Il m'envoyait toute la petite pique. Oh, il me fait perdre. Et moi, je me disais non. Du coup, ce que je fais, c'est que en 2020 toujours, donc en novembre 2020, je contacte un oncle qui est à Kribi. Je lui dis, tonton, voici, je lui explique. Il me dit, je donne 100 000. Je dis encore 100 000, donc vous. C'est le barème. C'est écrit 100 000 sur mon front. Il me dit, tu prends 100 000 ou pas? Je prends 100 000. Je recontacte mon oncle qui est de l'autre côté, donc je lui dis que, bon, il faut remettre les fonds. Tout simplement. Donc, j'avais tonton, je sais pas comment vous avez fait, remettre les fonds et tout. Et je ne touche à rien. J'étais vraiment traumatisée aussi. Parce que tu sais, aujourd'hui, avec le recul, je peux expliquer, bon, il y a eu le crash et j'avais pas encore compris la cyclicité qu'il y avait sur les sites. Un moment où ça chute, un moment... Ça remonte, ça stabilise. Voilà, j'étais un peu... Du coup, je me remets à lire, j'essaye de comprendre. Et à l'époque, j'avais pas trop de chaînes francophones qui parlaient de crypto. C'était plus les anglophones. Du coup, je suis là, je bouffe les vidéos en anglais sur la crypto. Mon père me dit que notre programme d'entraînement, c'est hard. C'est comment? Je dis qu'on va gérer après. Parce que j'ai la chance que, comme en tant que pilote, il voyage beaucoup. Donc, genre, il n'est pas trop présent. Voilà. Donc, je continue. Et le jour de mon anniversaire, je tombe sur un projet, le 24 janvier, je tombe sur un projet Solana. On était en, je crois, oui, 24 janvier. C'était à peu près à $3. J'hésite. Parce que je repense à ce qui s'est passé la dernière fois. Avec Ethereum et tout. Ouais, je laisse. Finalement, j'attends mai. Parce qu'en même temps, avec les stages et tout, j'étais vraiment occupée. En mai, je dis à mon oncle que, bon, tu m'achètes du Solana. Le Solana était à peu près à $20. Et honnêtement, je me dis, perdu pour perdu, j'ai vu ça à 3. C'est déjà à 20. Qu'est-ce que... Mais tu prends. Je prends. Donc, j'entre en mai.
2021 sur le Solana, qui était à peu près à 3,5 ou 4 dollars. Quand tu donnes la décision d'entrée, tu avais fait une analyse particulière ou bien c'était sur le J'avais vraiment pris le temps de regarder la chose. Tu vois, parce que ce qui s'est passé avec Ethereum, comme je t'ai dit, ça m'a fait réfléchir. Je me suis posé des questions personnellement. Qu'est-ce qui a fait que je rate? Qu'est-ce qui a fait que je ne voyais pas venir ce qui s'est passé? J'ai compris que j'ai des lacunes en compréhension économique. Premier point. Parce que quand tu sors avec un background en comptabilité finance, je crois que tu connais, alors que tu connais rien du tout. Tu es vide, en fait. Du coup, je commence à lire des livres sur la bourse. J'écoute des gens comme Tammy Kabaj. J'écoute des gens, parce que là, je me rends compte que j'ai un problème économique. Donc, j'écoute Tammy Kabaj. J'ai un problème de mindset. Je suis pas assez structuré en termes de mindset. Je commence à écouter Franck Nicolas. Et ensuite, j'ai un problème d'analyse technique. Et pour l'analyse technique, à l'époque, je suivais une chaîne qui s'appelait DMT Trading. Et ils donnaient en fait des formations gratuites sur YouTube. J'ai même téléchargé. Et j'avais la chance, c'était des Français. J'ai téléchargé la formation analyse technique et c'est ça que je bouffais tous les jours, en plus de mes vidéos en anglais sur le Bitcoin. Donc, avant de prendre la décision d'investir sur Solana, tu avais eu le temps de regarder toutes ces vidéos de trading, écouter Tammy Kabaj, Nicolas, et peut-être suivre la formation de DMT Trading. Et peut-être d'autres vidéos qui parlaient un peu du fondamental de Solana. Bon, pour le fondamental de Solana, honnêtement, à ce niveau, ce que j'ai regardé sur Solana, c'était sur CoinList. C'est qu'eux, ils font beaucoup tout ce qui est ICO et compagnie. Donc, je voyais comment ça évoluait et je me suis rendu compte que c'est un projet qui était aimé par la communauté. Et c'était aussi un projet qui était aussi à double tranchant parce que ça enlevait le côté centralisation. Du coup, je me dis, tu as deux manières, je pense à ce que mon père me dit souvent, tu as deux manières de poser un avion. Soit tu le poses en douceur, soit tu smatches sur la piste d'atterrissage. Sérieusement. Et quand tu poses en aviation, on dit tu fais un kiss landing. Donc tu atterris de manière smooth. Ou alors, si ça ne va pas, tu fais un truc frontal. Du coup, je me suis dit, depuis 3-4 mois, je me charge. Et moi, je vois... Sans action concrète. En fait, tu vois. Et je me dis, là, il faut que je m'y mette. Je l'ai vu le jour de mon anniversaire. Je me dis, c'est un signe quand même, frère. Il faut... Tu vois aussi, il y a ce côté-là aussi. C'est ça qu'aujourd'hui, je dis toujours, quel que soit le résultat que j'ai eu dans cette période, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Bon, on va dire que oui, tu t'es préparé, oui, mais je vais dire, il y a quand même un côté chance. Je lis, je m'abonne à CoinList. Ils m'envoient leur mail. C'est que chaque semaine, de manière hebdomadaire, ils envoient. Et c'est là que je découvre qu'il y a les newsletters. Moi, je savais même pas qu'il y avait les newsletters. Et quand je découvre qu'il y a les newsletters, je me dis que, OK, il faut que je m'abonne aux newsletters. Mais tu sais qu'ici, en Afrique, on n'a pas trop la culture des newsletters. Oui. Pas vraiment. C'est pour ça que je dis, je découvre aussi. Et je commence à lire dans plein de newsletters. Et Solana revenait beaucoup dans les newsletters. Même au niveau, bon, avant, on ne disait pas influenceur, mais au niveau des gens qui en parlaient. Et là, je me dis, techniquement, même comme je regarde, c'est vraiment au début, il n'y a rien en fait. Et il y a le bull run qui est en train de se profiler. Ça pourrait aussi monter. Et ce qui me fait prendre la décision aussi, ça je n'ai jamais dit, c'est que je regarde Ethereum. Ethereum qui avait chuté. Et on est sorti à 200 $. Je crois que là, c'était déjà à 500, 600, 800 $ par là. J'ai la rage en fait. Et je dis, moi, je n'entre plus sur Ethereum en fait. Qu'est-ce qui peut me permettre de faire le multiple que je veux? Parce que mon oncle qui m'a donné 100 000, il m'a dit que je dois aider 500 000. Mais... Il a dit, si tu veux que tu respectes encore, donne-moi 500 000. Tu dois me donner 500 000. Je ne te donne pas de temporalité, mais tu dois me donner 500 000. Donc pour moi, c'est un défi aussi. Donc j'entre, je me dis tout, all-in, comme on dit. Sur Solana. Soit dit en façon, ne faites pas les all-in, mais all-in sur Solana en mai 2021. Soit à 3-4 $. Juste 3-4 mois plus tard, le Solana arrive, dès que ça arrive à 230, un truc comme ça, j'étais en x10. Mais quand même, avant ça, je vendais. Progressivement. J'avais fait un plan très simple. Dès que je monte, donc dès que je vois que le prix a fait x2, je sors juste en x2. Je change 50%. Moi, je trouve que c'est la stratégie la plus simple et la plus efficace. Bon, on va voir. Bon, pour moi, tu vois. Et surtout à l'époque, je ne vais pas me tracasser la tête. Je sortais. Et ça, ce qui faisait que, je crois, avant le pic, quand ça arrive à 120, je suis en x5. J'envoie les 500 000 de mon oncle. Donc, je dis à mon tonton que fais-lui un, comment on appelle ça? Un RIA.
Non, MoneyGram ou Western Union, parce que lui, il retirait les fonds. Comme c'était son compte là-bas en France, voilà, il lui envoie. Quand mon oncle, on lui envoie la photo sur WhatsApp, il m'appelle. Comment tu as fait? Pourquoi tu m'envoies ces 100 000 vite comme ça? Quoi, tonton, oui. Attends. Tu as gagné combien? Non, tonton, voilà. Je lui explique, tu vois, et je parle. Mais je me rends compte quand même en parlant avec lui qu'il ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Et moi, j'étais un peu choquée parce que c'est quelqu'un quand même qui a un petit, bon, pas petit, mais qui a un background en finance, tu vois. Et ça c'est le premier déclic dans ma tête qui me fait penser que, mais il y a beaucoup de personnes qui ont besoin qu'on les informe sur la crypto. Et ça reste dans ma tête en passant comme ça et tout. Voilà. Donc, quand la hausse continue, dès qu'on arrive à 230, je sors complètement. J'avais le cœur, je veux dire, tu vois le sang qui pulse. Parce que nous, à l'école, quand on fait comptabilité, surtout comptabilité et société, on nous explique que ce soit comptabilité et société ou comptabilité financière, mathématiques financières plutôt, on nous explique que si tu fais du 10% à l'année, c'est incroyable. C'est déjà tu vois un peu. Du coup, moi, je regarde, je vois que j'ai fait x10, mais x10, mine de rien, c'est du 1000%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais le côté prudent de quand je fais les gains, je sors. Et quand je parlais même de ça souvent à mes amis à l'école, bref, mes anciens camarades, ils me disent, tu parles de quoi? Ce que je veux savoir, comment tu as réussi à développer cette aptitude de dire à x2, tu sors? Parce que de ce que moi je sais, tout ce qui est dans le domaine des crypto-monnaies, quand il investit pour sa première fois, il n'a pas cette culture de dire à x2, sort. Pourquoi? Parce que la plupart des vidéos sur lesquelles on tombe, tu vois les gens qui ont réussi à faire x50, x40. Donc du coup, ça devient comme une norme. Faire x20, faire x30 avant de penser sortir. Toi, tu as investi, c'est vrai que c'est peut-être à fond propre ton premier investissement. Ton oncle qui te fait investir sur l'Ethereum, ça baisse, et puis il vend. Et puis tu reviens à la charge, toujours un investissement de 100 000 indirect. Tu fais x2, tu prends le courage pour sortir à x2 d'abord. Voilà ma première question, tu prends le courage où? C'est pas une question de courage. Moi, je pense que c'est aujourd'hui qu'on a un problème avec les nouveaux médias sociaux. À l'époque, la seule source d'information qu'on avait, c'était quoi? Sérieuse dans les cryptos, c'était quoi? Bon, pour ma part, il y avait par exemple les gens comme les hacheurs, que moi je suivais depuis le départ sur YouTube. Il y avait YouTube. Oui, à part lui, il y avait rien. Il y avait YouTube, n'est-ce pas? Il y avait GitHub. Tu vois? Et sur GitHub, que ce soit sur GitHub ou YouTube, il n'y avait pas encore la culture de nos miniatures du que j'ai fait x50, j'ai fait. Non, c'était pas ça. C'était j'ai découvert tel crypto, ça peut être intéressant. Il n'y avait pas encore cette influence du x50. Parce qu'aujourd'hui, les x50, les x20, les x30, c'est parce que ça se développe au quotidien. Est-ce qu'en 2018, on avait ça, on n'avait pas ça? Et j'ajoute que le mindset anglo-saxon est différent du mindset francophone. Eux, ils ne te disent pas en x50, je vais. Non. Moi, les vidéos que je suivais, c'était toujours, j'ai dit toujours que peut-être que la nature te donne ce que tu attires. Tu vois. Je dis, moi, je viens d'un parcours qui m'a structuré d'abord. Je ne connais pas les excès. Je ne connais pas. Donc, pour moi, si quelque chose vient en excès, il faut le maîtriser. Si tu n'arrives pas à maîtriser ce qui vient en excès, ça va te déborder. Or, si ça te déborde, tu ne peux pas prendre de décisions rationnelles.